Bonjour mes amis, c'est mercredi. Savez-vous combien de systèmes de défense anti-aérienne S-400 Triumph ont été détruits à Novorossiysk dans la nuit du 14 novembre? Vous ne le savez pas, mais vous allez le découvrir car nous venons de l'apprendre. Des images satellites sur cette attaque ont été publiées. Je veux dire, c'est arrivé il y a presque une semaine, mais l'information est tellement croustillante que je dois la partager avec vous. 11 novembre, position de la défense aérienne de Novorossiysk, système S-400. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je pense qu'il y a un 7e lanceur quelque part sur cette photo où la présence de 7 lanceurs a été confirmée au moment de l'attaque. De quelle attaque suis-je en train de parler? Eh bien sûr de celle-ci. Le gigantesque nuage en forme de champignon qui s'est produit dans la nuit du 13 au 14 novembre dans le port de Novorossiysk. Et d'ailleurs, si vous voyez une explosion comme celle-là provenant de l'armée russe avec des étincelles qui jaillissent, habituellement, il s'agit d'un système Buk, un système anti-aérien Buk, mais dans ce cas, ce sont des S-400 qui font badaboum. C'est magnifique à voir. Selon l'angle sous lequel vous regardez, le champignon est plus ou moins grand. Regardez cette photo, on dirait presque une attaque nucléaire. Grâce aux citoyens russes dévoués de Novorossiysk, nous avons de nombreuses vidéos sous différents angles, ce qui nous permet de savoir exactement ce qui a été détruit et à quoi ressemblaient les explosions. Le port de la mer Noire de Novorossiysk, en Russie, est responsable de l'exportation de 22 millions de barils de pétrole par jour, ce qui représente jusqu'à 2% de l'approvisionnement mondial total. C'est fou, et maintenant, il a été complètement mis hors service par les Ukrainiens. Voici un autre bel angle pour vous du nuage en forme de champignon. Et qu'est-ce qui pourrait brûler aussi intensément si ce ne sont pas les systèmes S-400? Au fait, le prix d'exportation d'une batterie S-400 est de 1 milliard de dollars. Imaginez-vous les Russes créer un objet valant 1 milliard de dollars? Mais certains pays ont payé ce prix. Je parie qu'ils regardent ces vidéos et qu'ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils ont payé ce prix. Et maintenant, il a été prouvé dans la guerre en Ukraine par les Ukrainiens qu'ils peuvent les détruire à gauche et à droite. Les S-400 ne peuvent même pas se défendre eux-mêmes. Voici une photo de vous de 3 des principaux terminaux d'exportation de pétrole russe sur la mer Noire, et l'Ukraine les a tous frappés un par un. Et il y a eu un bref moment la semaine dernière où l'ensemble des exportations de pétrole russe par la mer Noire a été interrompu. Certains terminaux fonctionnent de nouveau, mais il y a eu un bref moment de silence. Aucun pétrole ne passait par la mer Noire, aucun pétrole russe. C'était quelques jours magnifiques. Je vous ai montré les images satellites du 11 novembre. Passons maintenant à celles du 15 novembre, donc quelques jours après l'attaque. Et parmi ces 7 lanceurs S-400, vous pouvez voir que certains d'entre eux n'ont plus que des résidus noirs. De la poussière noire, des taches au sol, des traces de fumée. Il ne reste plus rien de ce lanceur S-400 à 1 milliard de dollars. Bravo aux Ukrainiens. D'ailleurs, cette photo satellite a confirmé que 4 lanceurs ont été détruits. C'est la plus grosse frappe unique qui détruit autant de S-400. Cette frappe restera dans l'histoire. D'ailleurs, après que l'Ukraine a frappé les S-400, nous avons vu ce magnifique champignon. Après cela, ils ont lancé des missiles Neptune, des missiles anti-navires fabriqués en Ukraine, maintenant redéveloppés pour frapper des cibles au sol. Et qu'ont-ils frappé avec ces Neptunes? Eh bien sûr, le terminal pétrolier de Novorossiysk lui-même. Ils ont d'abord neutralisé la défense aérienne, puis détruit le terminal pétrolier. Et d'ailleurs, comment savent-ils quoi viser dans ce terminal pétrolier? Eh bien, je vais vous apprendre, mes amis. Terminaux d'expédition de pétrole composant selon la liste. On trouve des postes d'amarrage, des bras de chargement, des pipelines, des stations de pompage et de mesure, etc. Vous pouvez même voir le niveau de criticité élevé ou moyen. À retenir, tout ce que vous touchez dans le terminal pétrolier est souvent de criticité élevée ou moyenne. Réparer cela coûtera cher et prendra du temps. C'est la réalité actuelle des Russes. Je veux dire, si vous regardez l'image satellite du terminal d'exportation de pétrole de Novorossiysk, on dirait presque que peu importe où vous faites atterrir ce drone, quelque chose de coûteux sera détruit. Poutine sera furieux contre ses officiers censés protéger ce site. C'était le site de déploiement du 1537e régiment de missiles anti-aériens,
l'officier responsable de la défense de Novorossiysk. Je pense qu'il devrait éviter de s'approcher des fenêtres ou de boire du thé à l'avenir. C'est juste pour sa propre sécurité, tu sais. Et je vais conclure ce sujet simplement avec la belle image satellite et la géolocalisation des incendies sur le terminal. Nous sommes tous d'accord, ça brûlait vraiment et ça a été stoppé. Ce qu'ont fait les Ukrainiens est remarquable. Maintenant, nous allons à Pokrovsk, et mes amis ukrainiens tiennent toujours à Pokrovsk. Leur état-major a récemment indiqué avoir libéré 25 km² de Russes près de Bakrov. Voici maintenant une vidéo d'un combattant ukrainien sous un wagon de train. Et je veux juste regarder cette vidéo avec vous, écouter les sons, voir les impacts et tout le reste. C'est pour vous montrer à quoi ressemble vraiment le combat. Regardons-la. Un drone First Person View frappe à 15 mètres devant, en essayant d'abattre le prochain, et il frappe tout autour. Sais-tu distinguer au bruit un obus d'artillerie d'un drone First Person View? Eh bien, un drone First Person View a plutôt un bruit de moteur. Même s'ils sifflent tous les deux quand ils plongent, le sifflement est différent. Si vous en entendez quelques-uns, vous pouvez faire la différence assez clairement. Vous voyez, ça c'était un bruit d'artillerie. Ça c'est de l'artillerie, ça c'est un drone First Person View, vous pouvez entendre la différence, c'est assez clair. Ça c'est de l'artillerie. Ça c'est de l'artillerie. Vous voyez à quel point l'air est saturé, artillerie et First Person View des deux côtés. Tout veut exploser et éliminer. Et comme nous l'avons dit à propos de Pokrovsk, ce n'est pas une ligne de front unifiée. C'est très fluide, très mélangé. Et il y a plus de civils dans cette ville en ce moment qu'il n'y a de soldats. Je veux dire, c'est un fait incroyable. La ville est presque détruite. Cela vous donne juste une idée du peu de soldats qu'il y a réellement à Pokrovsk. Quelques centaines de chaque côté, maximum. Les Russes envoient ces petits groupes de sabotage qui, s'ils sont multipliés, s'ils sont assez nombreux, sortent de leur cachette. Et en fait, ils représentent une menace pour tout le monde. Et les Ukrainiens envoient leurs unités pour nettoyer les sous-sols un par un. C'est comme une opération de ratissage. L'essentiel, c'est que les Ukrainiens tiennent toujours, et il y a environ 2 ou 3 semaines, on affirmait déjà qu'il ne leur restait que quelques jours. Ce n'est pas le cas. Ils restent vite présents et étendent quand on leur contrôle dès qu'ils le peuvent. À moins, bien sûr, que les Russes n'envoient ces robots tueurs. Regardez ça. Waouh, waouh, je suis impressionné. Je le ferai. Oui, j'ai peur. Regarde cette machine à tuer. Si je voyais ça devant moi, au combat, je ne saurais pas quoi faire. Je ne suis pas fait pour ça, pour combattre ce robot. Mes amis, il s'est passé quelque chose d'étrange hier, le 18 novembre. Le blogueur militaire russe Firebomber a affirmé que les Ukrainiens avaient utilisé leur missile balistique Krim-2, développé et produit localement, pour attaquer la ville russe de Voronej. Plus tard, l'état-major général ukrainien a révélé avoir réellement utilisé des Army Tactical Missile System. Des Army Tactical Missile System américains utilisés contre la ville russe de Voronej. Quel est le meilleur? Lequel croyez-vous? Lequel aide la Russie à sauver la face, voire davantage? Les Ukrainiens affirment que c'était l'Army Tactical Missile System, et je les crois. Mais les Russes prétendent que c'était un missile développé par l'Ukraine, ce qui est encore pire pour eux. Je ne sais pas pourquoi ils affirmeraient tant cela. Si les Ukrainiens peuvent fabriquer un missile équivalent à l'Army Tactical Missile System, capable d'attaquer Voronej, c'est encore pire pour eux. Mais c'est ce que pense Firebomber. Mais qu'est-ce que les Ukrainiens ont attaqué exactement dans cette ville? Eh bien, le terrain d'entraînement militaire de Bogonova était vraisemblablement la cible. Ce terrain d'entraînement militaire précis était le terrain où l'invasion de l'Ukraine a commencé. Le 24 février 2022. C'est à cet endroit que les troupes affluaient, Nance. Donc, d'une certaine manière, c'est une revanche maintenant. Les Ukrainiens affirment qu'il y avait une forte concentration de troupes russes présentes. On peut supposer que, sur un terrain d'entraînement militaire, il y a souvent beaucoup de soldats en temps de guerre.
Nous avons peu de bonnes vidéos, mais voici ce que nous avons. Les traces de stubs de missiles balistiques dans le ciel. En fait, il s'agissait de missiles balistiques, pas de croisières. Et c'est pourquoi cela peut être des Army Tactical Missile System ou des Crim 2. Les Ukrainiens n'ont pas encore utilisé publiquement le Crim 2, donc les Russes restent sur le qui-vive. Et comme en 23, où tout ce qui frappait les Russes était un Storm Shadow, maintenant c'est le Crim 2. Oh, ils ont utilisé leur super arme. Crim 2. Non, ce n'était que les Army Tactical Missile System américains. Mais ça ne rend pas les choses meilleures, ça les rend même pires. Parce que cela montre que les Ukrainiens peuvent utiliser des missiles américains pour frapper des cibles russes en profondeur et des terrains d'entraînement militaires. Voici une autre vidéo montrant les traînées dans le ciel et les tirs de la défense anti-aérienne russe qui ont explosé dans le ciel. Mais je veux dire, évidemment, ils ne les ont pas abattus, parce que abattre des missiles balistiques, je dirais que c'est une tâche impossible pour la défense aérienne russe. Il nous a fallu près d'une semaine pour savoir combien de lanceurs S-400 ont été détruits à Novorossiysk. Il pourrait falloir un certain temps pour savoir combien de sacs de pommes de terre seront envoyés aux familles russes après que nous aurons découvert le nombre de morts de cette frappe sur le terrain d'entraînement militaire russe. Pour l'instant, je ne sais pas si nous le saurons demain ou après-demain. Je vous tiendrai au courant. Maintenant, nous devons encore une fois remonter le temps d'une semaine. Nous sommes arrivés à jeudi dernier. Parce que dans la Carélie occupée, oui, je le dis en connaissance de cause, la Carélie occupée. C'était finlandais, maintenant russe. Un Su-30 russe s'est écrasé. Combien coûte ce Su-30 ? 80 millions de dollars. C'est un avion très moderne, selon les normes russes. Au moins, il s'est écrasé, et ça arrive encore et encore. Je me retrouve à faire des reportages sur des avions russes qui s'écrasent dans des zones où il n'y a pas de combat et pas de système de défense aérienne ennemi. Donc c'est simplement l'aviation russe. J'ai mis du temps à en parler, car maintenant nous savons exactement qui étaient ça les pilotes et s'ils ont été assommés. En fait, ils ont été totalement assommés. C'était un avion du 159e régiment d'aviation de chasse en patrouille qui est responsable de la surveillance à la frontière finlandaise. Je veux dire, c'est la plus longue frontière de l'OTAN qu'un pays ait avec la Russie. Et ils ont des avions modernes qui tombent du ciel depuis cet escadron d'aviation. Franchement, ça ne donne pas une bonne image. L'un des pilotes était le vice-colonel Kirill Gartsev, un officier de très haut rang. Voilà à quoi cela ressemblait, et quelqu'un a fait une belle vidéo où il présente fièrement ses récompenses devant un avion en flammes. Je ne suis pas fan de l'intelligence artificielle, mais elle est parfois utile. Cela montre la préparation de l'aviation russe face à l'OTAN. Les avions tombent littéralement du ciel et on continue avec la frontière russo-OTAN. Voyageons maintenant un peu plus au sud, en Estonie, mon pays, car voici l'un des postes frontières de la frontière russo-estonienne. C'est un poste frontière russe, je l'ignore pourquoi. Peut-être qu'ils ont envoyé toutes les troupes en Ukraine ou qu'ils font la fête en étant ivres, peu importe. Mais ce type ici n'est pas un type du tout, c'est un mannequin. Les Russes ont placé un mannequin, une poupée, au sommet de leur poste frontière. Un mannequin ne peut pas voir si nous les envahissons. Je suppose qu'ils s'en fichent, je suppose qu'ils n'ont pas peur. De toute façon, si on voulait envahir la Russie, c'est le moment, le mannequin est là, il ne ripostera pas. Maintenant, mes amis, je veux vous présenter un combattant russe de 21 ans. Il est né en 2004. Il a été capturé par les Ukrainiens et maintenant il appelle sa mère chez lui. C'est un jeune gars, un jeune homme. Dmitriev Ruslan Alexandrovitch. Je veux vous montrer les conversations en cours. Elles se passent aussi en Russie. On voit clairement l'amour parental dans cette vidéo. Regardez. Je dois dire, avertissement. Honnêtement, je n'ai vraiment aucune empathie pour les occupants russes. Mais dans cette vidéo, je fais une exception. Salut maman, je suis prisonnier. J'exhorte tous les Cosaques à ne pas partir à la guerre. Ici, ils arnaquent les gens, les envoient comme chair à canon, ne les payant pas et les traitent un peu mal. Ils les traitent comme chair à canon. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Regarde, ton fils t'appelle, il dit « Je suis vivant, j'ai été capturé. » Ouais, c'est la réalité. Une mère pense « Que veux-tu de moi ? Je ne comprends pas. » Comment une mère ou un père peut-il réagir ainsi face à son enfant ou à son fils ? La mère vient sûrement d'apprendre qu'il était en vie et demande « Que beaucoup d'enfants peuvent être entre les deux de bouche. Que veux-tu de moi ? »
Tu ne veux pas me parler, maman ? Le fait que je sois en captivité ne t'intéresse pas, ou ne te concerne pas du tout. Eh bien, je suis en vie, c'est bien, non ? Oui, c'est bien. Eh bien, qu'est-ce que je peux y faire ? Dis-moi, s'il te plaît. Comment puis-je t'aider ? Parle-moi au moins, maman. J'ai eu l'occasion de parler à ma famille. Tu comprends ça ? Tu m'entends ? Je t'écoute, c'est pour ça que je t'ai appelé et envoyé des messages. Tu n'as pas répondu, je n'ai pas pu répondre, je comprends. Je comprends. Bref, je vais aller droit au but. Je ne retournerai pas en Russie, et je n'ai pas l'intention de me battre pour la Russie. Je me range du côté de l'Ukraine. Tu vois, si je te dis la vérité, je fais une exception pour mon empathie. Il l'a mérité. Il rejoint la lumière, il vient du côté des Ukrainiens. Il a vu à travers les fausses illusions russes. Et maintenant, il appelle sa mère. La réaction de la mère dit tout, et je ne retournerai pas en Russie. Tu es fou, la mère devrait être heureuse que son fils soit en vie. Bon, je suis content que tu sois vivant, fais ce que tu dois. Mais elle dit, tu es fou, parce que l'Empire passe toujours avant tes enfants. Tu es fou de trahir l'Empire. Je ne veux pas me battre, là où je ne me vois même plus comme humain. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai juste été envoyé comme de la viande directement dans la chaudière. Et en gros, sur 6 personnes, il n'en reste que 3 d'entre nous. Donc je ne peux pas. Les réactions de cette mère me déclenchent. Je n'y arrive tout simplement pas. À quel point le régime peut te rendre inhumain ? À quel point tu t'autorises à l'être ? J'ai de la compassion pour ce jeune Russe ici, j'espère qu'il va bien. Et honnêtement, tu ne peux pas choisir tes parents, mais tu peux choisir ce que tu fais de ta vie. Et ce jeune homme ici a simplement pris ses responsabilités et a fait ce qu'il fallait. Il s'est adressé à sa mère en disant « Je ne retourne plus en Russie ». Sa mère l'a traité de traître d'ailleurs. Presque, regardez ça. Tu te rends compte que ce serait de la désertion ? C'est de ça que parle la mère. Moi, je serais content que mon fils soit en vie. La mère dit, tu réalises que c'est de la désertion ? Tu fais ça à ton pays. Ils me traitent bien ici, me donnent à manger et à boire. Ils ne m'ont pas battu, contrairement à ce qu'on dit habituellement. Il y a un lit ici, il y a de la nourriture, tout va bien. Ils traitent les gens comme des êtres humains, pas comme de la chair à canon. On sent la différence. Maman, oui, j'écoute, je ne vais pas regarder ça, je ne peux pas. Les réponses de la mère sont tellement robotisées, tellement inhumaines. C'est son propre enfant qui appelle à la maison. Elle devrait être folle de joie que son fils soit en vie, mais elle se préoccupe plus de... Tu te rends compte que c'est de la désertion ? Tu abandonnes ton empire ? Tu sais beau, je ne peux pas. Après avoir vu cette vidéo difficile, mes amis, je dois m'excuser. J'ai une vidéo encore plus difficile pour vous. Si c'est trop, désolé, mais il faut qu'on la regarde. Ceci vient du commandant de la 9e compagnie du 3e bataillon de la 30e brigade de fusiliers motorisés séparatistes. Je sais, c'est un peu long à dire. Eh bien, le numéro de l'unité militaire est 45 863 et voici Stanislav Zaïtsev, c'est le commandant, et il abuse de son personnel. Je la regarde et souhaite la partager pour que vous compreniez le sujet du jeune homme dans la vidéo précédente. C'est de cela qu'il parlait. Ne fais pas ça. Il tire sur ces hommes avec une carabine à air comprimé. Je veux dire, ça ne te tue pas, ça ne te blesse même pas, mais ça fait vraiment mal. Et maintenant, il le force à se déshabiller. Il fait froid. En ce moment, il fait froid où que tu sois, en Ukraine ou en Russie. Il force le gars à lui donner sa carte bancaire, d'ailleurs, et le met dans la fosse. D'ailleurs, ça y est, en parlant de ça, demain, je vais te faire une vidéo spéciale, on dit qu'il crée une compilation de toutes les méthodes punitives de l'armée russe. L'une d'elles, c'est la fosse. C'est la méthode préférée des commandants russes. Ils l'adorent. Et dans cette vidéo aussi, le gars va dans la fosse. Il fait froid, il risque l'hypothermie et de s'évanouir. Reviens demain, c'est jeudi. Je sais que beaucoup sont habitués à lundi, mercredi, vendredi. Il y aura une vidéo en plus demain.
Alors, visitez simplement ma chaîne, vous trouverez une vidéo très informative sur les méthodes de punition russes. Nous sommes allés directement en Europe car la Russie a lancé une guerre hybride contre l'Europe, notamment la Pologne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et le dernier exemple de cela a eu lieu ce dimanche. C'était il y a 3 jours lorsqu'un agent du direction principale des renseignements, le renseignement extérieur russe, a agi. Ils ont fait exploser une voie ferrée à 2 endroits, qui reliaient Varsovie, la capitale, à Lublin. Et si la voie ferrée continue, elle va jusqu'en Ukraine. C'est la ligne ferroviaire responsable de l'aide militaire. La majorité de l'aide militaire allant vers l'Ukraine depuis l'Europe passe par là. Et elle a été détruite à 2 endroits. Vous pouvez le voir sur la carte. Le président polonais était présent, il a visité ces 2 endroits. Aujourd'hui, il a révélé devant le Parlement polonais que les services de renseignement russes étaient irresponsables. C'est un acte de guerre, je dirais presque. C'est un acte de sabotage, un acte de guerre. Des pays sont allés en guerre pour moins que ça. Les Russes font exploser des voies ferrées en Europe. Et j'ai l'impression que parfois j'ai l'impression que nous dormons. J'ai tellement envie de crier « Réveillez-vous !» J'ai envie de crier ça aux Allemands, aux Espagnols, aux Italiens. Et je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de le dire aux Polonais, Finlandais, Lettons ou Lituaniens. Nous savons, les Polonais aussi, et ils se préparent. Les Finlandais se préparent. Mais, Allemands, Britanniques, tout le monde, réveillez-vous, mes amis. Ceci est une déclaration de guerre russe contre nous. Sauf qu'ils ne le disent pas, ils le masquent en disant qu'on ne sait pas qui c'était. Peut-être que c'était une sorte de terroriste, ou ce sont les Russes, ils sont en guerre contre nous et nous ne le voyons pas. C'est ça, mes amis. Mais ce n'est pas parce que maintenant je vais en massacrer certains, achetez-moi un café. Membre mensuel. J'ai même envoyé un message à ces gars-là, et achetez-moi un café. Ils savent tout ce qui arrive. Préparez-vous, vous attendiez ça. Rovan Voda. Maintenant, nous avons Somaona qui m'a écrit une lettre, donc nous allons découvrir qui c'est. Le roulement de tambour du siècle. Qui est Somaona? Bravo Arthur, continue comme ça. Tes vidéos me font sourire. À chaque fois, je viens voir si tu peux m'amuser. Prononcez mon nom en estonien lors d'une de leurs prochaines vidéos. Tu l'as peut-être déjà fait avant, mais j'ai manqué ça. Pas de russe. Quoi qu'il en soit, je continuerai à te soutenir même si tu rates un de ce message. Mais je n'ai pas raté le message. J'ai bien reçu le message. Eric. Il n'y a rien à écorcher ici. Eric pourrait l'être. On a aussi Eric en estonien, c'est presque pareil à prononcer. Ensuite, nous avons Joa Moriski, Rob Scott, nous avons Dave. Dave Vance. Oui, considère que ton nom a été écorché jusqu'à l'orbite maintenant. Je me suis connecté accidentellement avec le compte de mon patron. Oups, quoi. Je voulais juste m'excuser pour la confusion et dire que le nom à écorcher est celui de mon mari, Vata Frankis, alias Fucking Frankis. Eh bien, je l'ai fait, je le regrette, mais je l'ai fait. Merci, et nous sommes désolés pour la confusion. Vata est Ilie Frankis. Et nous avons un couple marié. C'est vraiment touchant et agréable. Merci de nous avoir rejoints. Mika Matkesson. Prépare-toi à ce que ton nom soit écorché, mon ami. Et je vais terminer cette vidéo avec de magnifiques flamants roses ukrainiens. Tout le monde aime ces oiseaux. Ils sont si beaux et roses, mais je ne parle pas des oiseaux, je parle du missile Freedom Firepoint FP5, le flamant rose. Regardez-moi ça. Ils les peignent vraiment en rose, comme je leur ai demandé. Depuis toujours. Ils les faisaient noirs. Et c'est comme, il faut les faire roses, tu comprends à quel point c'est important pour le marketing, il faut les faire roses, et ils l'ont fait. Ils ont acheté du colorant rose, une entreprise militaire qui achète du colorant rose. Tu peux imaginer que Fairpoint dit « Oh, il nous faut 200 litres de colorant rose. Pourquoi ?» Eh bien, on ne peut pas le dire, mais tout le monde sait que c'est pour le flamant rose.